L'épisode d'aujourd'hui a reçu le soutien de la Haute École Léonard de Vinci. Cet établissement d'enseignement supérieur propose plus de 40 formations, principalement dans les domaines du paramédical et du social, que ce soit à Bruxelles ou à Louvain-la-Neuve. Chaque formation lie étroitement la théorie à la pratique, grâce à des études de cas, des mises en situation, des laboratoires, mais surtout via de nombreux stages sur le terrain. Parmi leurs bacheliers, celui d'éducateur spécialisé en activités socio-sportives est particulièrement dynamique, car il prépare à un métier profondément humain, comme vous le découvrirez dans l'interview de Leslie. La Haute École Léonard de Vinci propose aussi un vaste programme de formation continue. Allez découvrir leur programme sur leur site web www.vinci.be. Bienvenue dans le podcast J'aime mon métier, le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico-sociaux. J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Leslie fait partie de ces jeunes pour qui le destin aurait pu basculer rapidement du côté de la délinquance. Il a pourtant choisi de canaliser son caractère remuant dans les arts martiaux. Grâce à des rencontres précieuses, une graine est semée, il se lance alors dans des études d'éducateur spécialisé en activités socio-sportives. Cet athlète de haut niveau fait de ses traumatismes et des moments difficiles une force et se place toujours du côté de l'optimisme et de l'action. Son mantra, la pêche. La vie n'attend pas. Et les projets se multiplient. Un tour du monde des arts martiaux, la création d'une ASBL, la transmission de ses expériences aux étudiants. Aujourd'hui, Leslie a réussi à allier les arts martiaux et son métier d'éducateur. Des jeunes placés en IPPJ aux femmes battues, patients en psychiatrie, enfants sourds, Leslie ne se fixe aucune limite. Les arts martiaux sont sans frontières. Rencontre avec l'archétype de la force tranquille. Bonjour Leslie. Bonjour. Comment tu te sens ? La pêche. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter le métier pour lequel tu es là aujourd'hui ? Donc, je m'appelle Leslie Neufcoeur. Je viens de Belgique, de Bruxelles. Je suis éducateur spécialisé en activités socio-sportives. Ça fait 10 ans que je travaille dans l'aide à la jeunesse. Je suis aussi enseignant au Parnasse à la Haute École Léonard de Vinci pour des futurs éducateurs spécialisés. Et en fait, par rapport aux autres formations d'éducateurs spécialisés, là on prend vraiment l'outil du sport comme outil de relation pour atteindre des objectifs éducatifs. Travailler la confiance en soi ou l'estime de soi, on va peut-être prendre le sport justement pour arriver à cette finalité. C'est vraiment typique à cette formation, donc c'est pas très, entre guillemets, pas très connu. Mais c'est vraiment la même formation, c'est le même métier. On est éducateur à 1 spécialisé. Quand on postule dans différentes institutions, c'est la même chose. C'est juste qu'on a vraiment le bagage du sport. Et pendant cette formation, on va voir plusieurs sports. On va voir des arts martiaux, on va voir le basket, le volleyball, mais tout ce qui est aussi adapté, donc tout ce qui est handisport. Il y a des cours spécifiques comme la psychologie du sport, les bienfaits du sport, etc., quoi. Et c'est un métier que tu voulais faire depuis tout petit ? J'ai toujours voulu aider les personnes. Moi, c'était vraiment mon objectif, c'était allier ma passion des arts martiaux avec mon métier plus tard. Et quand je suis arrivé dans cette école, je me suis dit waouh, c'est génial parce que par rapport à un prof de sport qui me correspondait moins bien, on doit suivre un programme ou quelque chose très très fixé. Et ce que j'aimais bien vraiment dans cette optique d'éducateur spécialisé en activités socio-sportives, c'était vraiment le fait d'être libre. Donc on pourrait travailler avec des personnes avec un handicap, travailler en psychiatrie, travailler en IPPJ. J'ai pu directement allier cette passion avec mon métier. Puis je pense aussi adolescent, j'étais un jeune un peu
turbulent et qui aurait pu aussi basculer dans un côté un peu plus sombre. Et donc c'est vrai que j'ai eu un éducateur à ce moment-là qui était aussi éducateur spécialisé en activité socio-sportive, qui m'a vraiment bien aidé. Quand j'avais 16 ans où je pouvais basculer, c'est lui qui m'a pas remis sur le droit chemin, mais je veux dire qui m'a un peu guidé. Quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'avais des difficultés émotionnelles, donc j'étais assez très nerveux, impulsif. Je traînais un peu dans le quartier avec mes copains, donc donc ça pouvait vite basculer dans des côtés un peu plus négatifs. Et c'est sûr, donc j'ai fait de la boxe, j'ai fait des arts martiaux, et ça m'a vraiment canalisé tout ce qui est des choses que j'arrivais pas à extérioriser de manière verbale, j'ai réussi à le mettre dans tout ce qui est non verbal. C'est vraiment le parcours de jeunesse qui m'a fait arriver là, quoi. Ton lien vers l'autre et le lien social, il est venu d'où? T'as grandi dans un environnement très branché social ou pas spécialement? Mon père était assistant social, il a travaillé dans les prisons, donc peut-être qu'il m'a transmis ça, mais voilà, je savais pas, quand j'étais petit, je savais pas du tout c'était quoi un éducateur ou travail social, j'entendais. Et ma mère a toujours travaillé pour le droit européen des femmes. Donc elle travaillait pour le lobby, et donc elle a toujours été très engagée. Mais mes parents, déjà de base, ont une fibre sociale. Et donc, sûrement, que ça a joué sur ma construction. Et tu t'es spécialisé dans un art martial particulier? J'ai commencé par du karaté quand j'étais plus jeune. Et puis après de la boxe anglaise, donc plus sport de combat, on va dire. Mais pour moi, je regroupe souvent les arts martiaux, même aussi tout ce qui est sport de combat. Et puis après, j'ai découvert un art martial qui s'appelle Ryosekan Budo. C'est pas très connu. Et ce que j'aimais beaucoup dans cet art martial, c'était qu'il y avait la tradition des arts martiaux, donc il y avait le kimono, tout ce qui est salut, que je retrouvais pas, par exemple, en boxe, où c'était moins ritualisé. Et il y avait aussi la modernité des sports de combat, donc il y avait tout ce qui est plein contact, tout ce que j'avais besoin. Et donc j'ai trouvé cet art martial, ce prof surtout, et ensuite après ça a été vraiment ma base pour tout ce qui est compétition, kickboxing, en MMA. Donc il y a plusieurs arts martiaux, donc c'est pour ça que maintenant quand je retransmets, il y a vraiment j'ai un socle, donc j'ai ma base, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut découvrir dans d'autres arts martiaux, d'autres sports de combat que je réutilise. Et ces arts martiaux-là, tu les pratiquais déjà avant de commencer tes études? Donc je faisais de la boxe anglaise, en fait j'étais à l'internat. Et donc c'était ma seule sortie autorisée, donc je m'entraînais 3 fois semaine. Et ça me faisait vraiment du bien parce que c'était un internat assez strict. Et puis justement cet éducateur dont je parlais au début, lui était professeur de taekwondo. Et donc lui aussi tous les midis, il voyait que j'étais un peu plus nerveux et il me prenait à midi sous son aile et alors on faisait des arts martiaux. Donc déjà à la base, avant que je me dirige, mais quand j'ai fini mes secondaires, je voulais pas, c'était pas mon but d'être éducateur. Donc maintenant, en parlant, en discutant, je me dis quand même, ça c'est bien construit, quoi. Ouais, les choses se sont mises naturellement petit à petit. Et ça a été, quel a été ton déclic en te disant, maintenant je vais faire ces études d'éducateur? Je pense que c'est peut-être le soutien de ma femme. On était déjà ensemble à l'époque, et qui m'a dit, vas-y, fonce, ça te correspond. Et il y a toujours cette image de l'éducateur. On se dit, l'éducateur, moi j'avais l'image du pion à l'école. J'avais pas trop envie de m'identifier à ça. Et donc je connaissais pas toutes les facettes. Parce que je pense qu'il y avait déjà ce blocage à me dire, bon, c'est peut-être mieux que je fasse d'autres études, et si jamais je fais éducateur, parce que éducateur, comme je disais, c'était pas très valorisé. Et en fait, donc, elle m'avait soutenu, elle m'a dit, vas-y, fonce. Et j'ai directement adoré. Et du coup, tu te lances dans tes études. Dans quel secteur est-ce qu'on peut travailler avec ta spécialisation? On peut travailler dans tous les secteurs. Moi, j'ai toujours voulu aller en IPPJ. Parce que c'est quelque chose j'ai failli aller étant jeune. Donc, aide à la jeunesse, protection de la jeunesse. Oui, tout ce qui est là. Donc, moi, j'étais vraiment très intéressé, très par rapport à ce secteur-là. J'ai toujours voulu faire ça dès le départ. C'était vraiment aider les jeunes. J'ai plus un contact plus facile avec ce type de public. Et tu te rappelles de tes premiers terrains en tant que jeune, parce que t'étais pas très âgé à ce moment-là? C'était près de Place Litz à Schaerbeek, qui est un quartier quand même qui bouge bien. Ouais. Parce qu'à côté, il y a la rue de Brabant, il y a rue d'Arscott, avec tout ce qui est le réseau de prostitution. Donc, le stage était éducateur de rue. Et donc, c'était vraiment un travail de contact, de quartier, de faire des activités avec les jeunes. Et c'est là où je me suis dit aussi, c'était ma première expérience là-dedans, mais je faisais du foot avec les jeunes, et souvent, ça partait un peu en vrille, où il y avait des conflits. Mais si je faisais des arts martiaux, même avec le peu d'expérience que j'avais à cette époque, je remarquais que les jeunes étaient beaucoup plus calmes. Donc, il suffisait que je fasse 1 heure d'arts martiaux, puis 1 heure de foot. Il y avait moins d'incidents. Cette expérience m'a vraiment confirmé que je voulais faire ça, quoi. Ce que j'aimais bien, c'était l'impact. Parce qu'on est vraiment avec le jeune ou le bénéficiaire. Et c'est ça qui est aussi chouette, parce qu'on est vraiment dans la vie de tous les jours et dans ce métier
proximité où tu vis avec le jeune et c'est ça qui est, moi je trouve ça très, génial. Pour le coup, il y a pas un jour qui est le même. Tu sais pas comment il va réagir. Comment est-ce que tu fais pour être aussi vif? J'imagine t'as un jeune devant toi. Tu sais pas comment ça va partir. Comme dirait, j'avais un professeur, maintenant que c'est un collègue, il me dit toujours l'adaptation. Donc c'est pas trop de l'improvisation, mais après c'est l'expérience et les bagages techniques qu'on reçoit à l'école. Et puis c'est vraiment l'expérience du terrain. Et donc t'as ensuite fait ton 2e stage dans un milieu hostile, entre guillemets aussi, un centre fermé pour les jeunes. Là ici c'était un projet sur 3 mois, renouvelable 3 mois. Donc le jeune arrive suite à un fait dit de délinquance. Donc c'est vrai que c'était des faits assez parfois souvent graves. On disait un peu que c'était, s'ils avaient été jugés en tant que majeurs, c'était minimum 5 ans de prison, plus ou moins. Et donc, le métier de l'éducateur, c'est vraiment d'accompagner le jeune. Je pense à l'époque, on était une équipe de 12, et donc tu as 10 jeunes par section. Donc c'est que des jeunes garçons. Et donc le jeune arrive, il a des objectifs éducatifs. Par exemple, un jeune qui doit se réinsérer suite à un fait, donc on travaille sur tout ce qui est pourquoi il a fait ce fait. Ça peut être un fait, je sais pas moi, un arrachage de sac ou une bagarre qui a mal passé, ou un deal. Enfin, il y a plusieurs formes de délinquance où parfois t'as des jeunes qui sont, ils ont tellement fugué, qu'ils se retrouvent enfermés parce que le juge sait plus le maintenir quelque part dans un endroit sécurisé. Une semaine type, ils ont des cours, donc il y a des enseignants qui sont là, des formateurs. Et donc nous on les lève, on fait les repas avec eux, le petit déjeuner, et puis après on fait des activités le soir, tout en ayant un peu un projet individuel pour chaque jeune qu'on construit sur 3 mois, voire après. Donc il y a une psychologue, donc c'est vraiment pluridisciplinaire avec un psychiatre, avec une assistante sociale, un assistant social, donc une infirmière. Donc voilà, toute cette équipe pluridisciplinaire va juste le but c'est réinsérer le jeune et qu'il fasse plus de bêtises. Et tu te souviens d'avoir eu des challenges comme ça en début de carrière, finalement, des grosses claques, parce que j'imagine que ça doit pas être facile tous les jours. Quelles étaient les plus grosses difficultés pour toi en tant que jeune? C'est sûr que il y a une certaine forme de violence parfois, et donc on doit canaliser. Donc là ici, on fallait intervenir, fallait les sécuriser, les mettre dans par exemple dans leur chambre, ou bien en isolement on appelle ça, quand c'est vraiment des faits graves où ils portent atteinte à un autre jeune ou un adulte ou à eux-mêmes. Et alors à l'époque c'était beaucoup avec les djihadistes. C'était une époque où il y avait les attentats. J'ai eu plusieurs djihadistes jeunes. Donc ça c'est sûr que c'était difficile parce que t'avais beau travailler de manière éducative avec eux, leur dire non c'est pas bien, mais ils étaient un peu endoctrinés. Parce que ils cherchaient une identité quelque part, ils étaient perdus. Moi, je trouve que c'était vraiment des jeunes, des expériences que j'ai vues, perdus dans le sens où ils savaient pas où ils étaient. Ils avaient pas une identité belge, ils avaient pas une identité, par exemple, s'ils venaient du Maroc, ils se disent, si je vais au Maroc, je me sens là-bas, on me dit que je suis belge. Ici, donc cette identité, ils avaient vraiment difficile de construire là-dessus. Il y avait, je me rappelle, un jeune qui avait vu les attentats de Charlie Hebdo. Et personne lui disait, on lui parlait pas, ses parents lui parlaient pas de la religion ni rien. Donc à un moment, il a commencé à être sur internet et il a chatté avec un gars qui était justement un recruteur et qui lui a dit, il lui a retourné un peu le cerveau. Et donc parce qu'il était fragile de base, c'est très très difficile de travailler avec eux parce que ils étaient dans un autre monde, dans une autre idéologie. Et alors aussi, la deuxième chose, c'est que on fait beaucoup de choses. On va tout faire. On va l'aider qu'il aille à l'école. On va l'inscrire. On va faire un CV et tout. Et puis après 2 mois de sortie, on le retrouve en centre ouvert ou dans un autre centre fermé ou bien en prison. Maintenant, je l'ai pris de manière positive dans mon expérience. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais là, mais je fais tout. Et après, il faut. Et donc ça, c'est vrai aussi. Ça te permet de dire, oui, en fait, tu sais pas faire des chiffres. Tu travailles avec l'humain. Donc s'il a pas envie ou on espère qu'il a pris, entre guillemets, on a pu semer quelque chose pour plus tard, quoi. Surtout qu'en 3 mois, j'imagine, tu peux pas changer énormément de choses. C'est relativement court. Quand j'ai commencé ma carrière, je pensais qu'en 3 mois, on pouvait changer. Donc c'est vrai que là maintenant, après mes années d'expérience, je me dis, c'est vrai que c'est un peu chaud, 3 mois dans une vie où justement, quand ils retournent au quartier ou quand ils retournent chez eux, ils ont les mêmes problèmes. Le côté systémique de chez eux au début est toujours là, et même s'ils ont fait un super placement.
Donc tu as fait ton dernier stage en IPPJ et puis ça a été ton lieu de travail pendant 2 ans. Mais c'est en fin d'études que tu as vraiment commencé à officialiser l'utilisation des arts martiaux dans ton boulot, via ton mémoire d'abord. Comment est-ce que tu t'es pris pour analyser l'impact des arts martiaux sur les jeunes? Donc mon objectif, c'était vraiment d'allier de ce que j'avais pu observer, par exemple dans mon premier stage d'éducateur de rue avec les arts martiaux, de entre guillemets théoriser, vraiment essayer de voir concrètement sur le terrain est-ce que c'était vrai ou pas. Et donc tout mon TFE était sur comment les arts martiaux dans la structure de l'IPPJ pouvaient aider le jeune. Donc tout ce qui est travail de l'estime de soi ou travail de développement de l'empathie. Donc il y avait cet atelier, 3 jeunes étaient sur un jeune, et donc ces jeunes devaient de manière bienveillante, il y avait des consignes strictes, et donc ils devaient mettre un peu une sorte de pression, et donc on travaillait avec un outil, c'était avec des bâtons en mousse, qui était une façon indirecte de se confronter pour les jeunes, sans qu'il y ait trop l'ego qui rentre en jeu. Et donc ce jeune, justement après cet atelier, il était là pour agression. Il avait fait plusieurs cas de violence, de bagarre, et donc il s'est rendu compte avec cet atelier qu'il s'était mis dans une position où c'était lui la victime. Il m'a dit, oh monsieur, je me rendais pas compte, c'était comme ça. Donc je lui dis, ah, mais t'imagines, mais ici c'est bienveillant, t'as pas eu mal ni rien. Mais t'imagines alors, qu'est-ce que les victimes que tu as pu, comment elles ont pu vivre ça, oui, tout à fait. Et donc il y a deux volets. Il y a le volet où toi tu rends en fait les agresseurs victimes grâce à ce jeu de rôle dans le cadre de ton TFE. Et puis il y a cette canalisation de la violence et de la canalisation de la rage ou quoi que ce soit via les arts martiaux. Quelles étaient tes conclusions de l'impact justement social que peut avoir les arts martiaux et des conclusions qui, j'imagine, t'accompagnent encore aujourd'hui? Donc déjà, de base, rentrer en lien avec le jeune et surtout décharger cette violence ou des choses, des émotions, cette colère qu'ils ont en eux de manière cadrée et donc qui pouvaient exprimer de manière non verbale, qui savaient peut-être pas mettre des mots. Et donc, moi, je remarquais vraiment que les jeunes étaient déjà beaucoup plus calmes suite à ça. Et il y avait aussi ce côté où, après une séance, il y avait un espace de parole où que des jeunes pouvaient parler ou confier des choses et vraiment rentrer en lien avec l'éducateur. Et donc ça, c'était super intéressant. Donc il y avait ce côté empathique, ce côté canalisation, ce côté défoulement et ce côté lien. Et donc ça j'ai retrouvé après dans mon métier. Mais ce lien que tu crées, parce que dans les arts martiaux, on est opposés, on peut pas trop se mentir s'ils sont face à moi. Et donc ça c'est super intéressant, même dans tout ce qui est autorité naturelle, où j'ai jamais dû crier, où parfois il y a eu déjà des débuts d'émeutes. Tous les jeunes voulaient foutre la mer, le dawa, et j'arrive, je disais, ok les gars, maintenant calmez-vous, sinon je vais rentrer même si j'avais aucune chance. Et ils se calmaient tous, mais juste parce qu'il y avait ce lien des arts martiaux, et ils disaient, ah ben oui, Leslie, en fait, oui. Oui, ça m'a sauvé plusieurs fois. Pas trop l'embêter, quoi. Oui, après c'est des jeunes, mais je veux dire, c'est une autorité que t'as sur eux qui est assez et saine, quoi. Je veux dire, il y a pas ce côté force ou parce que voilà, il me disait toujours, Leslie, il dit toujours la pêche, toujours bienveillant, il sourit, mais il est cadrant, et donc ça c'est rassurant, et ils peuvent être eux-mêmes. Je crois que c'est ça qui est vraiment qui est super intéressant avec cet outil. Petit à petit, après l'IPPJ, et dans mes boulots, ça s'est naturellement fait, parce qu'à côté, à côté de mon boulot, en fait, je faisais aussi de la compétition, et donc j'étais semi-professionnel dans tout ce qui est kickboxing, MMA ou dans les arts martiaux. Je faisais des compétitions un peu internationales, et donc ça, naturellement fait d'utiliser cet outil, quoi. Ta carrière, elle s'est progressivement construite avec ta casquette d'éducateur et puis la compétition en parallèle, mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu avais encore d'autres rêves sur ta checklist, si je me suis bien renseignée. Un truc que je disais quand j'étais petit, c'est drôle parce que tous mes potes maintenant me disent, oui Leslie, moi je disais toujours, je veux être le plus fort dans les arts martiaux, je veux être le plus fort du monde. C'était moi, quand j'avais 10-12 ans, je veux faire un tour du monde. Et donc il y avait toujours ce côté où on voulait voyager, on était jeunes, on venait d'être mariés avec mon épouse, et donc on est parti en Australie. Et en fait, c'était le 22 mars. Il y a eu l'attentat. Donc c'est assez fou parce que moi qui travaillais avec des djihadistes, je me retrouve là-dedans. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que vous décidez de partir en Australie le 22 mars 2016, le matin des attentats à Zaventem. En fait, on s'est retrouvés à l'aéroport, on a dit au revoir à nos familles parce qu'on partait pour 1 an. Et en plus, je me rappelle que mon épouse me disait Leslie, dépêche-toi, parce que je suis plutôt relax, cool. Elle me disait, je sens pas les choses. Et donc ouais, la bombe a explosé.
On s'est réfugié en bas, dans les sous-sols. Je me rappelle même j'avais ouvert une porte pour aller dans les sous-sols. Et il y avait le policier qui avait peur. Donc c'était vraiment, c'était flippant parce qu'on savait pas ce qu'on devait faire. Et on s'est caché. Puis on a après été sur le tarmac. Donc ça a un peu chamboulé notre vie parce que à ce moment-là, moi par exemple, j'ai plus parlé pendant 3 jours. Et c'est mon épouse encore qui a dit Leslie, il faut qu'on parte, sinon on sera toujours traumatisé. Et on est parti 3 jours après. Pour l'Australie. Et donc oui, c'est vrai que l'attentat va vraiment changer beaucoup de choses. Oui, je peux imaginer. Vous n'avez pas été blessé physiquement, du moins? Non, parce qu'on était juste derrière un mur et donc on a été soufflé, mais on n'a pas eu. On a vu l'explosion, mais on était protégé par ce mur et donc on n'a pas été blessé physiquement. C'est comme ça aussi qu'on se dit à quoi tient la vie, parce que généralement ma mère aussi prend le temps. Elle aurait pris un café avec mes beaux-parents et ils sont partis. Et donc eux, ils ont vu l'aéroport se souffler, complètement exploser devant eux, ils pensaient qu'on était morts. Je pense qu'on a eu un traumatisme psychologique. Même maintenant, parfois on a qu'on est dans des foules, on n'est pas à l'aise. Mais l'Australie nous a fait vraiment du bien, donc on est resté vivre en Australie et donc pendant cette période. Et suite à cet événement tragique, donc avec ma femme, on était mariés. On prévoyait d'avoir des enfants et après quelques semaines, elle s'est retrouvée enceinte. Donc c'est un La peu vie a pris le dessus. oui, assez voilà. Donc rapidement. c'est le côté positif que peut-être qu'on n'aurait pas eu aussi vite un enfant. On s'est retrouvé en Australie un peu traumatisé et on était un peu on est dans un autre pays, donc même si c'est un pays développé, donc on est revenu. Parce qu'on on voulait voyager, on voulait rester 1 an. Enfin, elle avait son projet de travail là-bas et oui, ça a chamboulé. Et donc je me rappelle qu'on s'est dit avec mon épouse qu'on devait faire les 10 choses qu'on voulait faire dans notre vie. Et donc il y avait le tour du monde, il y avait construire une famille, construire un projet ensemble arts martiaux éducatifs. À partir de là, on a eu des objectifs de vie et qui après nous a un peu pas dirigé, mais qui nous a orienté en tout cas vers la suite. C'est mieux que dirigé. Ouais. L'Australie s'est arrêtée un peu plus tôt que prévu, Oui. avec tout ce qui se passait dans vos vies. Autant vivre, j'imagine, un choc comme ça à l'étranger, ça doit être vraiment particulier. Et donc vous revenez plus tôt, mais là vous avez la suite dans votre tête, quoi. Vous savez. Oui, on savait où on voulait aller, et c'est fou parce qu'on est revenu en Belgique, on n'a rien du tout. On avait ce projet de vouloir partir voyager autour du monde et que ce soit aussi que ça nous apporte des choses. Et donc c'est naturellement, on s'est dit pourquoi pas faire un tour du monde des arts martiaux qui sont utilisés de manière thérapeutique ou éducative. Pendant 2 ans, on a bossé dans ce projet. Donc évidemment, moi j'ai trouvé un travail en tant qu'éducateur, mais toujours avec ce projet de partir. Et c'est ça aussi que quand on expliquait ça aux gens, enfin même mes propres parents ou les gens proches, ils disaient vous allez être parent, c'est impossible. Puis j'ai postulé, j'ai fait une candidature spontanée à l'amarrage, qui est aussi eu un projet qui s'occupe de jeunes placés dans l'aide à la jeunesse, mais il y a les projets de rupture. Au lieu d'aller en IPPJ, le jeune va dans des projets en Afrique ou en Europe. Moi, je voulais travailler dans ce projet de rupture. Je suis arrivé, j'ai fait un projet sur quelques mois de mise en autonomie. Maintenant, ça s'appelle Espace Ado. Donc, où le jeune, à partir de 16 ans, vit seul, où l'éducateur vient le soir, l'accompagne pour manger, faire les courses. Et donc, c'était drôle parce que j'étais avant en centre fermé où je devais limite faire une remarque quand un jeune n'avait pas les mains dans ses poches. Et là où je devais travailler l'autonomie. Donc, moi, déjà, ça, c'était difficile pour moi de passer des 2 extrêmes. Et puis ensuite, j'ai postulé, donc j'ai été dans le projet de rupture, Cap Solidarité. Mais toujours dans cette optique où je voulais pas travailler dans les maisons pour faire des nuits ou des choses comme ça, parce que pour moi, c'était important parce qu'on avait cette construction de projet de tour du monde et c'était important pour moi d'être présent pour ma femme et pour l'enfant. Donc vous avez préparé votre tour du monde pendant donc 2 ans, ouais. Le temps que votre petit bout débarque, oui, tout à fait. Ouais. Pour mieux repartir, quoi. Voilà, exactement. Et tout le monde nous disait que c'était impossible, qu'on était fous. Donc parce qu'on a fait des choix. Mon épouse n'a pas travaillé pour justement se concentrer là-dessus. Donc on n'avait pas de fonds. Nous, on croyait vraiment en nous. Et surtout qu'après, je suis devenu enseignant à la Haute École Léonard de Vinci. Donc, entre guillemets, j'ai eu un statut de prof et aussi ce côté éducateur. Donc, ils disaient, mais t'as des bons boulots qui me fonctionnent, pourquoi Qu'est-ce que tu vas repartir encore? Oui, voilà. Et donc moi, de base aussi, j'étais prêt à démissionner de mes boulots pour faire ça. Et donc, pour finir, j'ai eu un arrangement. Donc, j'ai travaillé que le premier quadri, puis à distance, avec le Parnasse. Et après, mon autre boulot, j'ai pu prendre... mon directeur de l'amarrage m'a permis de prendre un congé sans solde. Et donc,
moi qui pensais me retrouver sans rien, ils me ont dit mais ça va être une plus-value pour nous. Et donc ça a été une plus-value. Mais c'est vrai que pendant 2 ans, on a cherché des fonds, chic-chac, c'était vraiment parce qu'on n'avait rien. Et donc c'était à ce moment-là qu'on a créé l'ASBL. Nous, on avait cette optique où, après cette ASBL, tout ce qu'on avait vécu autour du monde, on puisse le retransmettre en Belgique avec des institutions, avec tout ce qui est dans le monde de l'handicap, en psychiatrie, l'aide à la jeunesse. Donc on avait déjà cette vision, à moyen, long terme. Mais quand tu expliquais ça aux gens, en fait, ou des sponsors, des subsides disaient oui, on va vous payer des vacances. Et donc c'est vrai que c'était très particulier. On a dû vraiment, pendant longtemps, pour avoir du budget, parce qu'on n'a rien, on avait zéro, quoi. Quel était votre projet de base autour du monde? Comment est-ce que tu pitchais en quelques mots ce que tu allais faire à l'étranger? Mais on voulait vraiment aller dans des pays où il y a des projets qui utilisent les arts martiaux de manière éducative, thérapeutique, parce que surtout, quand on présentait les arts martiaux, ou moi quand j'ai dû présenter dans différentes institutions, quand j'ai un IPPJ ou la Marèche, bon après ils me connaissaient, donc ça a été, mais les gens ont peur, ils disent les arts martiaux, la boxe, ils ont un peu une image négative, donc c'était aussi le but. On voulait créer des capsules vidéo pour que les gens en Belgique puissent suivre notre voyage et découvrir effectivement les arts martiaux. Et donc on avait fait une petite chaîne YouTube où on avait mélangé famille, voyage et arts martiaux dans une capsule vidéo où on faisait des interviews avec les bénéficiaires là-bas, ceux les intervenants. Et donc le but c'était vraiment de montrer que les arts martiaux, peu importe l'art martial, peu importe la culture, peu importe ton origine, ça pouvait être un outil. C'était ça. Et puis aussi être, entre guillemets, formé à se dire, et rester l'esprit ouvert et prendre des choses qui peuvent être super intéressantes. Et l'idée de créer une ASBL autour de ce voyage, c'était dans quelle optique? C'était vraiment de pouvoir aider les autres et être sur le terrain avec des institutions. Après aussi, pour aller chercher des sponsors, expliquer à des gens, oui, ok, vous pouvez sponsoriser notre projet. C'est un projet autour du monde, mais après, il y a vraiment une plus-value pour vous parce qu'on va redistribuer ça. Et donc ça, c'était vraiment dans cette optique où un peu professionnaliser et pas être entre guillemets deux pays qui veulent juste voyager. Et donc voilà, c'était vraiment nous donner une structure pour après. Et donc même dans les statuts, j'avais vraiment mis cette vision de moyen et long terme, quoi. Parce qu'à long terme, c'est vraiment d'utiliser tout le bagage que vous avez amassé dans chaque pays. Pourquoi aller consulter les projets, aller un peu jouer ce rôle de petit plus soit dans les institutions ou autres, et d'initier en fait aux arts martiaux ici en Belgique, c'est ça l'idée? Oui, c'était ça. Déjà, bon, après, il y avait mon bagage personnel, mon expérience d'éducateur. Il y avait ce côté, voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire dans d'autres pays. Et donc, c'était assez formateur, voilà, de pouvoir observer, de pouvoir vivre ça. Et surtout, après, c'est un partage. Donc, dans chaque pays, j'ai pu donner cours, mais en même temps, j'ai pu recevoir, j'ai reçu beaucoup. C'était incroyable, parce que même des choses maintenant que je réutilise, même encore pour mes étudiants, quand je vais dans les institutions aussi. Voilà, par exemple, j'avais fait du sumo, du sumo au Japon, avec des sumos. Enfin, je veux dire, ça, c'était incroyable. Je peux imaginer, t'as fait quoi comme pays? Fais-nous un peu rêver avec les différents arts martiaux. Et donc, on a fait la Thaïlande. Donc là, ici, c'est la boxe thaï. Et en fait, chaque fois, il y avait un objet, un peu une thématique. Et là, c'était vraiment pour les jeunes. Là-bas, les enfants, ils commencent à combattre à 8-9 ans. Mais ils sont dans une extrême pauvreté. Mais après, ces jeunes-là, c'était aller à la rencontre et pas venir avec être neutre et dire, OK, c'est quoi votre histoire? Pourquoi vous êtes enfant boxeur? Et c'est souvent, les enfants me disaient... c'était soit ça, soit je me prostitue, soit je vends de la drogue, je dois faire ça pour payer la maison chez mes parents. Donc on voyait vraiment qu'il y avait une réalité. Et donc, au choix d'être délinquant ou d'être boxeur, voilà, ils ont pas trop le choix, quoi. Ensuite, on est parti aux Philippines, et donc là, c'était le Kali Eskrima, qui est un art martial philippin. Voilà, là, il y a une extrême pauvreté, c'était à Cebu, et il utilisé pour les jeunes, pour les canaliser. Et aussi, beaucoup de jeunes étaient sur les écrans là-bas, et ils me disaient que, après, j'ai pas vérifié mes sources, mais les gars me disaient que là-bas, c'était un des pays où les gens étaient le plus connectés. Et donc, ils utilisaient l'art martial justement pour se déconnecter. Et alors, ce qui était chouette, surtout dans tous ces pays, c'est qu'on venait en famille. Et donc, c'est super intéressant parce que je me rappelle de ce papy qui était maître d'arts martiaux là-bas aux Philippines. Il me racontait, il était super sérieux avec moi, les arts martiaux, les techniques, comment il utilisait ça. Avec mon fils, il faisait vraiment le papy, parce que mon fils est parti quand il avait 2 ans. Et avec ma femme, il parlait de ses histoires de cœur. Donc, on est d'office, on rentre facilement en lien avec les gens. Et ça, c'était vraiment une plus-value. Que parfois, quand on est tout seul, je pense qu'il faut casser la glace. Ça prend plus de temps. Puis on est parti en Australie pour la boxe utilisée pour contre la maladie de Parkinson. Puis on était en Indonésie, plus précisément à Bali.
Ils utilisent le Mapentigan. Et donc, ce qui nous intéressait, c'est qu'il y a une green school là-bas. C'est une école qui a été élue la plus verte au monde. Mais ils utilisent depuis la maternelle jusqu'à les secondaires la lutte dans les rizières. Il y avait tout ce côté très respectueux avec la nature. Il y a tout ce qui est aussi très danse, théâtralisation aussi. Et donc, ils utilisaient ça. C'était leur cours de sport, quoi. Et je trouvais ça super intéressant. Puis on était à Hong Kong pour le tai chi. Parce que là-bas, en fait, t'as une population qui est, de ce qu'ils disaient, une grande espérance de vie. Et donc, toutes les personnes à la pension font du tai chi tous les matins. Et j'ai vu une madame de 98 ans, tous les matins, elle faisait son tai chi et elle avait la pêche, quoi. Puis après, on est parti au Japon. Et là, c'était une thématique, ça vient peut-être aussi plus par rapport à ma maman, que je disais qu'elle était pour le droit des femmes. Et donc là-bas, le sumo, c'est un sport très masculin. C'est très, entre guillemets, mal vu, une femme qui fait du sumo. Et donc, mais par contre, dans des écoles de secondaires, primaires et universitaires, des femmes sumo qui s'entraînent, qui font des championnats, qui sont amateurs. Mais voilà, et donc c'est un peu un tabou. Et donc, c'était voir comment l'image de la femme par rapport à cet art martial. Et après, on est parti aux États-Unis, où c'était un monsieur en chaise roulante qui utilisait les arts martiaux mixtes, donc le MMA, qui peut paraître très violent, et il utilisait ça avec ses possibilités. Donc là, tout ce qui est handisport, handicap. Donc là aussi, c'est moi qui n'avais jamais travaillé avec des personnes avec un handicap. J'ai toujours sky is the limit. Il était vraiment super inspirant. Et lui utilisait ça, les arts martiaux. Il faisait plein de trucs. Il était super impressionnant. Et il avait aussi une ASBL là-bas. Et après, on était au Mexique pour la lucha libre. Et puis on avait plus de budget, donc on est rentré. T'en as retiré quoi? Vous en avez retiré quoi en famille de ce voyage? Des valeurs d'entraide, de solidarité, de respect de l'autre. Je pense que mon fils, il était très jeune, mais ça a été, quand je le vois comme maintenant qu'il est beaucoup plus grand, bah, il a des valeurs comme l'empathie, il va vers l'autre, je trouve vraiment il a pas trop d'agressivité, il est très éveillé, il connaît plein de choses même moi, je crois qu'à mon âge, je le sais pas. Donc il est super impressionnant. Bah, ce tour du monde, ça lui a ouvert encore plus de choses, plus de possibilités. Et voilà, le fait d'être en famille, d'être à trois ensemble, bah, ça renforce. De créer des projets ensemble, moi je trouve ça génial. De pouvoir faire ça avec ma femme, c'est incroyable. Et au niveau professionnel, qu'est-ce qui t'a... Bah, maintenant, une grande majorité de mes projets avec lesquels j'interviens dans des institutions, c'est avec beaucoup dans l'handisport. Donc moi, c'était l'aide à la jeunesse. Ça m'a ouvert ce genre de choses. Et on était suivi par RTL. Et donc, ça a ouvert l'esprit à plein de gens à se dire que avant je devais limite galérer et dire c'est quoi les arts martiaux, c'est quoi cette plus-value. Mais maintenant, limite, c'est les gens qui nous ont vus ou écoutés ou qui ont entendu parler de nous, ils disent en fait, effectivement, l'outil des arts martiaux est super intéressant, quoi. Et donc, vous êtes rentré il y a combien de temps maintenant? C'est juste avant le Covid, donc en 2019. Ok. T'es retourné à l'amarrage? Oui, justement, cette ASBL, suite à ce tour du monde, suite elle s'est construite, elle s'est développée. Et donc maintenant, depuis le mois de septembre 2022, j'ai pris un congé sans solde de 6 mois pour voir si ça marche sans l'amarrage. Et donc c'est ça aussi qui est cool, c'est que l'amarrage, le directeur il m'a toujours soutenu dans ce type de projet. À un moment, l'année passée, j'avais trois boulots, mais ça me prenait énormément de temps. Donc c'est vrai que j'étais très fatigué, parce que je dois toujours être en forme. Et donc il y a plein de projets. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé ce congé sans solde pour vraiment m'investir, voir si ça marche ou pas. Mais je suis toujours enseignant, donc j'ai toujours ce côté enseignant et que j'adore, c'est pouvoir retransmettre ça aux futurs éducateurs. Et je trouve aussi le côté d'échange quand je leur explique mon expérience en IPPJ ou dans l'aide à la jeunesse ou le tour du monde. Pour eux, c'est inspirant. Pour eux, c'est dire. Je leur dis toujours, parce que j'ai un cours maintenant en deuxième où c'est une construction d'ASBL, comment construire un ASBL, mais je leur dis, mais avec vos rêves, vous pouvez le faire, quoi. Vous pouvez construire quelque chose de manière très réfléchie, mais il y a moyen, quoi. C'est possible. Je montre que c'est possible, en tout cas. Voilà, oui, ouais. Je pense, je pense très porteur pour les étudiants. Et qu'est-ce que tu as envie de transmettre aux étudiants sur le métier d'éducateur? Quel est ton message aux futurs étudiants? Comment est-ce que tu as envie d'inspirer les jeunes générations? La passion. Je pense que j'irais ça. Moi, j'aime beaucoup travailler avec l'humain. Donc, ça fait faire 10 ans maintenant où je suis ça. Et j'ai toujours cette même passion, je dis toujours la pêche. Pour être positif et tout. Et donc, je crois que tous les étudiants savent ils me disent toujours la pêche quand ils me croisent. Et son ASBL s'appelle la pêche. Oui, donc c'est Pitch Pack ASBL. Pitch Pack. Parce qu'au début, on voulait dire pitch, la pêche en anglais. Pêche, okay. Et Pack, le côté famille. Leslie alias la pêche, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et ils transmettent justement cette passion, le côté où on peut faire les choses, si on le fait de manière, sortir un peu des cadres. Malheureusement,
ce métier est très usant. Et donc, on travaille avec l'humain, parce qu'il y a beaucoup d'éducateurs ou d'éducatrices qui travaillent tellement, ils sont investis et qui ont des burn-out parce qu'ils sont tellement investis, ou de burn-out, ou des choses dégoûtées du métier. Allez, ça, c'est quand même triste à voir parce qu'ils ont peut-être dévoué 10 ans, 10, 15 ans, même moins parfois. Mais dire, ben voilà, c'est possible. Si vous changez, si vous construisez autre chose, vous développez des choses à vous qui vous tiennent à cœur. Dire que moi, je suis toujours sur le terrain, je suis votre prof, mais j'ai des difficultés aussi. Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on pourrait revaloriser la profession selon toi? Que ce soit aux yeux du grand public, aux yeux justement des professionnels qui, comme tu le dis, se donnent pour un boulot qui est fatigant. Hashtag j'aime mon métier. Je pense que c'est des campagnes comme ça qui puissent nous faire connaître. Parce que maintenant, avec tout ce qui est réseaux sociaux, médias, plus peut-être faire connaître avec des capsules vidéo, peut-être des films. Parce qu'on voit, par exemple, je vois toujours Intouchable, qui est un super film avec une personne avec un handicap. Mais ce serait bien un film de ce genre-là ou avec un éducateur. Je pense pas qu'il était éducateur dans ce film. Et aujourd'hui, avec ton ASBL, tu travailles avec le secteur du handicap aussi. Oui. Et tu amènes la notion d'art martial dans d'autres secteurs. Exactement. J'ai pas de limite. Moi, j'ai vraiment envie de travailler avec tout type de projet. Donc l'institution me contacte et je vois avec eux qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc ça va être de l'aide à la jeunesse, du monde de l'handicap, que ce soit mental ou physique, en psychiatrie. Donc là maintenant je bosse en intervenant à Titoka. C'est un hôpital psychiatrique qui est assez connu, où il y a des cas assez, on va dire, chauds, que parfois, là par exemple, des unités où après la prison ou des choses comme ça où il y a eu des passages à l'acte très violents. Donc voilà, et là je crois historiquement ils ont jamais fait des arts martiaux là-bas. Et donc depuis plusieurs mois, j'interviens de manière ponctuelle avec les patients là-bas. Et ils remarquent aussi que ça les calme, ça met une bonne énergie. Et donc dans chaque projet, chaque institution, je viens avec un projet, on va dire, éducatif général. Donc ça, j'ai repris ça de mon métier d'éducateur spécialisé. Donc mettre des objectifs, pas venir en mode animateur ou prof d'arts martiaux, mais on va travailler l'estime de soi, on va travailler, travailler la cohésion de groupe, l'empathie, la gestion des émotions, la colère, le défoulement. Donc il y a tous ces objectifs-là d'un point de vue général. Donc je dis ça. Puis après, il y a un projet éducatif individuel pour chaque jeune, chaque bénéficiaire. Et dire, voilà, peut-être plus particulièrement lui, c'est plus travailler justement sa colère. Un autre, c'est plus parler, pouvoir mettre des mots sur ses violences à lui. Et donc, c'est très différent. Et donc, je m'adapte vraiment dans tout ce qui est institutionnel. Et donc, là aussi, j'ai travaillé justement avec le Chenal, qui fait partie de l'amarrage, ou d'un point de vue plus individuel, avec un papa qui avait plus parlé à son fils pendant, je crois, 1 an, même plus. Il m'avait dit, il avait calculé le nombre de jours, je crois que c'était 370 jours, je pense. Et donc, j'ai fait la première interaction qu'ils ont eue depuis ce temps-là. Là, je fais un peu une médiation. Et donc, là, je fais tous des exercices, des ateliers pour justement travailler en entraide, pouvoir se dire des choses, mais que ce soit pas non plus un peu stéréotypé comme Pascal le grand frère, mais que ce soit construit de manière éducative, mais aussi naturelle pour eux. Et donc voilà, donc il y a plein de types de projets. Je vais à l'IRSA pour les enfants, les ados malvoyants, aveugles, pour aussi les enfants malentendants. Et c'est riche parce qu'après maintenant, en fait, je me rends compte que j'ai pu, via cet ASBL, via ce projet, travailler dans des secteurs que j'aurais jamais cru que je pouvais faire et trouver du plaisir surtout. Puis tu sèmes un peu plein de petites graines comme ça partout. Ouais, Grâce à toi, ils découvrent aussi ce que sont les arts martiaux, qui sont un peu pas spécialement répandus ou pas connus du grand public. Par exemple, un enfant qui a des troubles de l'attention, peut-être je vais travailler par exemple le kali avec des bâtons en bois. C'est comme de l'escrime, mais on peut pas se toucher parce que c'est des bâtons qui font mal. Et donc il faut être très concentré et très précis dans ses gestes. Et donc j'ai déjà fait ça avec un enfant qui était TDAH, enfin vraiment des difficultés à l'école, d'attention et tout, qui savait pas rester. Ou par exemple là je vais travailler avec des femmes qui ont subi des violences. Là ça va être plus boxe. Par exemple quand je vais à Titoka, c'est plus de l'art martial, le Yosuken Budo, donc je mets le kimono. Je vais même aussi, j'ai un projet avec une équipe de foot, BX Brussels. C'est une ASBL de Vincent Compagnie. Et là aussi, il travaille tout ce qui est respect avec les joueurs, tout ce qui est combativité mais saine, parce que voilà, ils se rendaient compte, ça pouvait être une plus-value pour les joueurs de foot par exemple, pour les jeunes, ça pouvait être constructif.
T'es fier de ce que tu fais aujourd'hui? Oui, je pense, ouais, c'est chouette. Tu peux dire que t'aimes ton métier? Ah oui, ça, je kiffe bien j'aime vraiment bien mon métier, quoi. Je pourrais en parler des heures et des heures, je pense. Et quand tu regardes tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui t'anime le plus? Quelle est ta plus grande victoire, entre guillemets? Alors, c'est des petites victoires. Je crois il y a 1 an, j'ai un jeune, par exemple, qui m'a envoyé un message par non, Instagram ou les réseaux. Et à l'époque, qui était placé en IPPJ avec moi, où j'avais vraiment un bon lien avec lui. Bon, après, il a fait de la prison. Malheureusement, il était vraiment dans tout ce qui est bande urbaine. Et ce jeune, après, voilà, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, mais je crois 8 ans après, il m'a dit, oui, monsieur Lefcoeur, merci beaucoup pour ce que vous m'avez apporté. Je retiens encore. Et maintenant, il fait de la musique et je pense que ça marche pour lui. Et il est sorti un peu de tout ça. Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est le genre de choses où c'est ça aussi qui est fatigant. On n'est pas là pour la reconnaissance. C'est ça qu'on dit. C'est un métier difficile parce que, enfin, surtout si on n'a pas une équipe qui est éducative derrière, ou une direction qui nous suit, qui nous accompagne, qui nous soutient, ça peut être difficile parce qu'on est confronté parfois à des choses où on va tout donner et on reçoit rien. Et donc ça, je pense, c'est plus des victoires où j'ai revu des jeunes et qui me disent ah merci, et là ça vaut plus que tout le monde, quoi, pour moi. Et qu'est-ce qui t'attire tellement dans l'aide à la jeunesse? C'est plus un miroir par rapport à moi-même. Quand je vois les parcours, j'aurais pu vraiment, je me dis, il y en a qui ont fait des faits, et je me dis, j'aurais pu être pris à ce moment-là, ou des trucs comme ça, ou c'est une influence qui aurait pu me mener un peu plus loin, ou avec mon bagage plus personnel, que j'ai l'impression que j'ai plus d'impact, ou je suis plus légitime, et je me rappelle ça aussi, justement, après cette émission d'RTL, et l'éducateur, il pensait que j'allais faire finir ma vie en prison, à l'époque, ou vraiment une étiquette, parce que j'ai eu souvent cette étiquette. Et donc ça, j'ai beaucoup de gens, ou bien de la direction, ou dans des écoles où j'étais, ou qui m'envoient des messages, et qui me disent, ah Leslie, ce que tu es devenu, c'est incroyable, on n'y croyait pas. Et ça c'est aussi quelque chose de gratifiant, quand même. Ouais, de gratifiant, et surtout que parfois même, j'ai mon ancienne sous-directrice, qui maintenant est directrice dans une école, et qui m'a déjà appelé pour des projets, pour travailler avec un jeune qui lui faisait penser un peu à moi, à l'époque. Mais est-ce que tu vois un tronc commun à tout ça? Est-ce que ce serait pas une question aussi d'identité, comme toi tu le disais, toi en tant que jeune à l'époque, t'avais du mal à t'identifier, puis on t'a un peu sorti de ça, et maintenant tu transmets aussi, et puis tu peux inspirer d'autres jeunes. Est-ce que tu as l'impression que la difficulté pour le jeune qui peut mal finir, ou qui peut devenir violent, c'est une question d'identité? Je pense aussi ce côté où l'estime de soi, je trouve, où ils ont pas confiance en eux. Ils sont obligés de se mettre derrière un masque, ou de dire, voilà, moi je suis un gros dur. Et en fait, plus ils ont confiance en eux, plus on les valorise. Ou aussi savoir dire les choses. Parfois, on sait pas exprimer ses émotions, même des adultes ne savent pas dire leurs émotions, leur colère, donc ça reste, ça devient violent. Comment font les éducateurs finalement qui ne sont pas spécialement sportifs, ou qui n'ont pas envie d'utiliser ce sport comme outil? Tu disais, il y en a plein d'autres, mais est-ce que toi tu peux les aider justement à s'adapter à parfois la violence de leurs bénéficiaires ou des gens qui suivent? En fait, avec l'ASBL, je me suis rendu compte que sur le terrain, beaucoup d'éducateurs ou éducatrices sont pas formés à réagir face à cette violence de manière adéquate. Parce que c'est très bien d'aller faire un cours de self-défense ou d'arts martiaux même, mais dans ton métier, tu peux pas donner un coup de poing, ou tu peux pas étrangler, tu peux pas faire mal à ce jeune ou ce bénéficiaire, mais ce bénéficiaire, il explose. Donc il faut savoir le contenir de manière bienveillante. Et au Parnasse, je donne cours avec un collègue psychologue qui est aussi calé dans tout ce qui est arts martiaux, et on a un cours de self-défense où justement on utilise les arts martiaux, des outils pour justement contenir cette violence, ou pour apaiser des jeunes. Et en fait, avec ce constat, je me suis dit, en fait, je peux apporter des choses avec les arts martiaux pour les bénéficiaires. Et donc, j'ai créé un projet plus self-défense éducative. Donc, j'ai fait tout un projet là-dessus. Et en fait, j'ai eu plein de demandes d'institutions, mais que ce soit dans le monde de l'autisme, dans le monde de l'handicap, que ce soit dans le monde de l'aide à la jeunesse. Parce que j'ai vraiment dans tout ce qui est formation de self-défense dans le métier de l'éducateur ou l'éducatrice. C'est un militaire qui vient, un policier ou un professeur. Il sait pas la réalité de terrain, donc il y a des gestes et des interventions qui peuvent blesser le jeune. Moi, j'ai vu ça dans mon métier, où parfois t'avais des éducateurs ou des collègues qui savaient pas se gérer, donc face à ça, ils avaient peur, et donc ils faisaient plus mal aux jeunes. Et donc devant ce constat, je me suis dit, oui, je trouve ça plus porteur.
Ce qui est super intéressant dans tout ce que j'ai eu dans des crises, que ce soit en IPPJ, que ce soit dans un SRU, dans des projets de rupture, quand un jeune est en crise, c'est super intéressant parce que le jeune, il n'y a plus de barrière, donc c'est vraiment lui. Et elle est entre guillemets, il y a nos limites, parce qu'il y a toujours cette barrière. Et si tu sais gérer cette situation, maîtriser, que ce soit bienveillant, et le lien peut se créer, mais il y a plein de jeunes où j'ai dû intervenir physiquement, ça m'a renforcé dans le lien avec eux. Donc quand je vais former sur les terrains les éducateurs, les équipes éducatives, mais je dis c'est là que vous devez créer le lien, parler, discuter. En fait, dans un moment de chaos, ça peut, si vous contenez le chaos, enfin, c'est très difficile, mais si vous arrivez à déjà gérer vos émotions là-dessus, ça peut être très porteur dans tout ce qui est lien, et même pour le jeune, à se dire ok, je peux exploser, mais c'est rassurant de se dire je suis avec un professionnel qui peut me contenir, même si je pars en vrille. Tu leur apprends à accueillir le chaos de manière professionnelle, finalement, pédagogique, quoi. Oui, parce que voilà, après, il y a plein de gestes. Il y a parfois des éducateurs qui me demandent oui, je lui ai mis une balayette, mais l'enfant à 10 ans, je lui ai fait une clé de bras. Après, il était bienveillant, donc c'est vrai, parce qu'il n'a pas été formé pour ça. Parce qu'il savait pas comment réagir, et donc c'est son instinct, parce qu'il a peur. Même les arts martiaux t'apprend à mieux gérer tes émotions, cette peur, ou que ce soit constructif. Est-ce que tu peux redire le même film, mais un film ou une série ou un livre justement qui nous permettrait de vivre un petit peu ce que tu vis au quotidien, ou qui pourrait inspirer les gens qui nous écoutent par rapport à ton métier? Donc il y a un film que je trouve qui est assez super intéressant, c'est Mon frère, qui est sur Netflix, je pense qu'il est toujours là, qui parle de IPPJ en France, donc CEF, Centre éducatif fermé. Et donc à un moment, on peut voir que un éducateur utilise la psychobox, qui a été développée par un psychologue français, et qui utilisait la boxe de manière thérapeutique. Et donc là, c'est intéressant parce que on a des images là-dessus où en fait, c'est l'éducateur qui met les gants avec le jeune, et le psychologue qui est derrière, qui regarde, en fait. Donc après, il y a un échange. C'est intéressant aussi comme pratique. Et donc, dans ce film, je pense, ça pourrait représenter l'image de l'éducateur. Après, il y a des films comme Intouchable ou Hors Normes qui sont intéressants et qu'on voit vraiment la réalité avec ces différents publics. Mais après, il n'y a pas l'éducateur, mais c'est un peu la même chose, quoi. Enfin, que l'éducateur peut vivre de manière plus professionnelle. Et comme livre, peut-être Plus fort que la haine, de Tim Gennard, qui est super intéressant. Il te reste plus qu'à écrire tes mémoires et à créer ton propre livre. Mille merci Leslie, merci puis bravo pour ton parcours impressionnant. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt, avec la pêche. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment ? En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Guide Social ou directement sur le site de J'aime mon métier, www.j'aimemonmétier.be. Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt.